Ah, les Camponotus barbaricus. L'espèce qui a vu naître ma chaîne, la première espèce que j'ai possédée, et que je possède toujours d'ailleurs, une espèce qui m'a appris énormément. On va regarder d'un peu plus près. C'est parti. L'équipe, petit disclaimer, si vous voyez des acariens chasseurs dans la colonie, ne vous inquiétez pas, je suis au courant et ce n'est pas un problème. Vous voyez l'entrée du nid? Cette paroi en verre justement contre le nid, certains y ont trouvé refuge. Et comment est-ce qu'ils survivent, je ne sais pas trop, parce que ils sont certainement en manque de nourriture, mais ils sont toujours là. Donc rassurez-vous, c'est pas un problème, mais bon, vous le savez. Alors comme vous le voyez, elles sont assez nombreuses à être à cet endroit-là justement, et il y a une raison à ça, tout simplement parce que c'est leur point chaud. Ici j'ai déplacé la colonie, et donc forcément il n'y a plus de chauffage en dessous, mais sinon c'est la zone où elles sont chauffées environ à 28-30 degrés. C'est une espèce qui me vient justement d'Espagne, mais dans le sud de l'Espagne, vous connaissez Ant House, et cette espèce me vient justement de là-bas. Elles ont certainement été prélevées dans ces régions ou peut-être en Afrique, et par conséquent, elles sont habituées justement à ces chaleurs. La chaleur qui est un élément d'ailleurs très important pour cette colonie parce que c'est ce qui va permettre le développement de la colonie d'ailleurs et certainement la vitesse, enfin certainement augmenter tout simplement la vitesse de développement du couvain. Comme vous le voyez maintenant, ma colonie a très bien grandi, j'ai à peu près 200 ouvrières, j'ai du couvain franchement assez généreux, hein, vous le voyez en image. Tout le monde se porte bien, j'ai encore des ouvrières du début, enfin du moins j'ai remarqué que j'avais encore une toute petite ouvrière qui est très peu formée, hein, comme vraiment les premières ouvrières. Bon maintenant à la retrouver c'est impossible pour vous dire voilà c'est celle-ci, mais je vous avoue que lorsque je la remarque, elle a vraiment une grosse différence et on remarque que c'est vraiment une des premières. Alors après autant de temps ça m'étonne, ou alors c'est peut-être tout simplement une ouvrière qui aurait été sous-alimentée, qui est vraiment toute petite, je ne saurais vous dire, mais j'ai bien l'impression qu'elle ressemble tout simplement à la première progéniture de ma reine. Bon, ce serait incroyable en soi, mais je ne saurais vous dire exactement ce qu'il en est. Je leur ai mis des blattes juvéniles tout simplement pour vous régaler en termes de chasse. Bien entendu, ce ne sont pas des ponérines, elles sont bien moins efficaces, mais franchement, elles ne se laissent pas faire. Alors ici, bien entendu, c'est un adversaire qui fuit, qui ne va pas tenter de se battre, donc c'est totalement différent en termes d'observation. Je n'ai pas vraiment envie de leur mettre non plus un adversaire pour qu'elles se battent avec, franchement. Et donc ici, vous voyez que, mine de rien, elles ont une petite réputation qui dit justement qu'elles sont très agressives une fois en plus grand nombre, et je confirme cela. Avant les sans ouvrières, lorsque j'ouvrais, directement ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles fuyaient à l'intérieur de leur galerie. Maintenant, lorsque j'ouvre, elles sortent justement en très grand nombre pour répondre à l'agresseur, on va dire, parce que pour elles, forcément, ce n'est pas normal. Et franchement, c'est hyper intéressant. Alors, ce qu'on peut remarquer également, c'est que lorsqu'elles se déplacent, on voit que c'est une espèce qui est habituée à des zones plus arides, on va dire. Elles ont tendance à légèrement lever le gastre, tels que les cataglyphis, si vous connaissez l'espèce, et se déplaceront justement en relevant les pattes, enfin, du moins les pattes sont très hautes, et le gastre se lève également, et ça c'est hyper intéressant. On remarque ça notamment chez les espèces du désert, ou des espèces dans des lieux semi-arides, et ce genre de choses. Franchement, c'est hyper stylé. En termes de coloration, j'ai choisi de leur mettre un substrat un peu rougeâtre, ce qui fait que, malheureusement, en vidéo, vous ne pouvez pas vraiment bien voir leur coloration. Il faut savoir qu'elles sont orangées, voire un peu rougeâtres, voire brunâtres par endroits, et que, franchement, plus la colonie grandit, et plus celle-ci devient colorée, on va dire. La progéniture, enfin du moins ce que produit la reine maintenant, les ouvrières sont plus grandes qu'avant, bien entendu, et surtout plus colorées. Ma reine se porte bien, on la verra, du moins on va l'apercevoir un minimum, justement dans le nid un peu plus tard, mais je vous avoue que c'était pas évident. Pour le coup, maintenant, elle se cache assez souvent, et c'est d'ailleurs pour ça que, lorsque ma colonie est tout simplement au lieu où je la chauffe et où elle vit habituellement, la face de nid est contre, une paroi qui leur donne une totale obscurité, ou du moins plus ou moins. L'air de chasse est toujours à la lumière, mais l'intérieur je préfère que ça reste sombre, tout simplement pour leur apporter le confort
d'une surface qu'elle connaîtrait justement en nature, et de plus, ça m'évite à ce qu'elle colle justement du substrat contre les parois pour justement obscurcir leur nid, et ça nous permet de garder une certaine visibilité. Vous voyez qu'elle se laisse pas faire avec justement les petites blattes. Hein. Bon, ici ce sera un apport ridicule quant au vu du nombre d'ouvrières et justement de couvains dans la colonie, mais c'était surtout dans le but de vous montrer que elles sont plutôt habiles, elles ne se laissent pas faire, et franchement c'est plutôt sympa à regarder. Pour information, il leur a fallu environ 15 minutes pour venir à bout des 2 juvéniles. Bon, comme vous le voyez, de taille, les blattes sont déjà plus grandes qu'elles mine de rien. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que je n'ai pas réussi à faire sortir un média ou un major. Ça c'est un peu dommage parce que généralement dans l'aire de chasse j'en ai toujours un ou deux qui se baladent maintenant. Et les majors sur cette espèce, ils sont vraiment plutôt balèzes. Mine de rien, on atteint les 15-16 cm. 1 cm, qu'est-ce que je dis, millimètres, donc 1 cm et demi. Et franchement, c'est déjà une belle taille. Très coloré, d'ailleurs, la tête ressemble vraiment à celle de la mer, hein. Si vous remarquez, on a des Camponotus qui ont des têtes plus larges, etc. Ici, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus étirées, je ne sais pas comment vous dire, mais franchement, c'est plus particulier, on va dire. Mis à part ça, pour l'entretien, les maintenir et tout, ce n'est pas bien difficile. Ici, vous le voyez, j'ai un peu d'humidité, sachant que cette partie du nid, le côté gauche, elles ne sont que sur une zone qui est chauffée à 24, donc j'ai vraiment une partie à 24, un froid au milieu, qui est pas énorme, hein, parce que le nid est pas monstrueux, et puis j'ai une partie qui est chauffée à 28. Et malgré ça, j'ai de la condensation. Bon, c'est certainement l'abreuvoir qui est pas au top et qui génère justement cette condensation. Bon, c'est pas dramatique et au moins elles ont un minimum, d'humidité dans l'air de chasse. Lors de la fondation, cette espèce pourrait accepter, une certaine humidité, en tube notamment, etc. Mais par la suite, vous allez voir qu'elle va l'éviter. Sincèrement, généralement, elles vont préférer un lieu plus ou moins sec, avec une légère humidité dans l'air plutôt, que justement du substrat humide ou ce genre de choses. Après, ce n'est que des observations, et une reine n'est pas l'autre, bien entendu, une colonie n'est pas l'autre également. Je prends l'exemple des Camponotus cruentatus, vous pourriez trouver des cruentatus qui vivent par exemple à proximité de la mer et dans des lieux où c'est plutôt humide, même si elles vont choisir des lieux un peu secs dans ce milieu-là, on va dire, hein. Mais ça restera plus humide qu'une cruentatus qui vit totalement dans un milieu différent et sec. Donc ça c'est vraiment, ça dépend un peu, c'est un peu la loterie, et généralement vous ne savez pas vraiment d'où provient votre reine, dans quel milieu elle a été prélevée, donc c'est à vous de faire des tests et aussi d'observer par conséquent ce qu'elle préfère, quoi. Bon, je vous bombarde pas mal d'informations, j'espère en tout cas que vous allez suivre et que vous n'allez pas décrocher pour autant. Mis à part ça, je vais certainement commencer mes fiches, hein, j'en parle depuis un moment, j'en avais fait une seule sur les Japonicus. Ce ne sont pas des fiches d'élevage parce que je pense qu'on ne peut pas... on peut pas dire voilà, ça c'est une fiche, il faut absolument suivre ça pour réussir parce que c'est totalement faux. Colonie, c'est, comme je dis, c'est bien différent, mais ce que je vais pouvoir faire et mettre en place, c'est tout simplement expliquer comment moi j'ai procédé avec la colonie que j'ai dans les mains, qu'est-ce que j'ai remarqué, quelles sont les températures de maintien que j'utilise, l'alimentation notamment, enfin voilà, toutes ces choses. Et ça je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, je pourrais peut-être en faire un schéma plutôt intéressant, qui sera agréable à regarder en même temps. Donc bon, je vais me porter un peu là-dessus, et en même temps je me dis, est-ce que j'attendrai pas plutôt d'arriver dans les périodes de diapause? Comme ça, je prends des images au préalable et je vous fais ces montages-là qui pourraient être plus longs. J'hésite encore. Dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait et ce que vous en pensez justement. Ici, comme vous le voyez, hein, j'ai un tacon vraiment de couvain assez conséquent, beaucoup de cocons, pas mal de grosses larves. Hein. Donc bon, certainement destiné à des ouvrières de grande taille maintenant, ou tout simplement des majors, c'est bien possible. Hein. Malheureusement, je vous ai pas montré en détail les majors parce que j'en avais pas dans l'aire de chasse aujourd'hui. Mais il y en a bien dans la colonie, je dois en avoir 5 ou 6, voire plus. Mais je vous parle des majors de grande taille. Hein. Et ensuite, il y a pas mal de médias, etc. bien entendu. Mais d'ailleurs, ici, vous voyez un peu la coloration dont je vous parlais. Dans le nid, on le voit un peu mieux. Mais je vous avoue que c'est pas évident à filmer. Hein. Il y a pas mal de crasses aussi autour. Elles ont un peu sali la vitre. Enfin, voilà, il y a des détails. Forcément, c'est une colonie qui vit. Hein. Je trouve ça assez propre pour une colonie qui vit depuis maintenant proche de 2 ans. Franchement, ça reste carré, quoi.
Alors on m'avait dit à la base que ce n'était pas du tout une espèce recommandée pour commencer, etc. etc. Il est vrai hein, que vous pourriez trouver une espèce plus facile, plus rapide aussi parce que les débuts sont assez lents. Mais au final, franchement, si vous vous donnez les moyens de réussir et les moyens d'apprendre surtout, d'observer, de comprendre ce qu'il se passe, de bien vous informer, de lire, etc., ben, il n'y a pas de raison. Bien entendu, je ne vais pas vous recommander de commencer avec une Ponérine ou ce genre de choses, mais des Camponotus, de manière générale, il y en a des plus difficiles, mais il y en a d'autres qui sont envisageables, plus lentes, mais c'est totalement possible. D'ailleurs, ça m'avait valu à l'époque des commentaires vraiment négatifs. Et comme je le dis, hein, si les gens n'ont rien de bon à dire, ben il faut rien dire du tout. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée. On se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.